je sais pas, tout le monde a vu Nocturama d'ailleurs ou non, vous l'avez loupé. Ah bah voilà, bonne séance de rattrapage, très bien. Donc on est très heureux. Vous n'êtes pas la seule. Hein, Alors, on est très heureux d'accueillir pour la deuxième fois Bertrand Bonello à la boutique, parce que tu étais venu déjà une fois, mais en tant que comédien, pour Dos Rouge d'Antoine Barraud. Et puis pour Saint-Laurent, je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas, ça s'était mal organisé, on n'avait pas pu le faire, mais là, moi, je suis très heureux de te recevoir à la boutique, parce que tu y passes, on te voit de temps en temps, tu connais bien le lieu, et puis voilà, moi, personnellement, et puis même l'équipe de la boutique, on suit régulièrement tes films, on guette un peu les sorties, c'est des films dont on débat et dont on discute. Donc je suis très content, voilà, que tu sois venu. Alors, je pose toujours ma petite première question rituelle à l'invité sur un premier souvenir ou une première image de film, une première image de cinéma, ou voilà, une première image, un premier souvenir. Bonsoir d'abord. Alors un premier souvenir. Alors un peu étrangement, c'est un peu une image absente. Parce que je me souviens plus de l'âge, mais enfin ça doit pas être très vieux, ça doit être autour de 10 ans. Il y avait à l'époque le cinéma de minuit à la télé. Et le film du soir, c'était Psychose, et que je voulais absolument voir. Et mes parents m'ont pas autorisé. Donc voilà, c'est-à-dire de cette interdiction, pour moi, c'est devenu le film le plus important et le plus beau de l'histoire du cinéma. Il fallait qu'un jour je le voie, et de cette interdiction, c'était le chef-d'œuvre absolu. Donc en fait, la première image, c'est un peu une image manquante, mais qui a fabriqué énormément de désirs. Ouais. On en reparlera, on reparlera peut-être un peu d'Hitchcock, parce que on a tes films, mais on a aussi, alors c'est intéressant, tu parles d'image manquante, parce que tu as sorti un ouvrage qui est préfacé par Emmanuel Burdeau, qui s'appelle Film Fantôme, qui parle des films que tu n'as pas fait. Oui. On va parler des films que tu fais, mais là c'est un livre qui parle des films que tu n'as pas fait, et parmi lesquels il y a un film d'Hitchcock, il y a Surfroide, Vertigo, et voilà un film que tu aurais voulu faire, inspiré. Oui, alors d'abord, c'est vrai que les films pas faits, moi, c'est quelque chose un peu qui m'obsède, parce que tous les cinéastes dans leur carrière ont des films pas faits, ça c'est normal. Et je me pose toujours la question de qu'est-ce qu'on fait de ces films pas faits, parce qu'en fait, c'est un désir de film, c'est toujours une obsession, et quand on fait le film, on se débarrasse de cette obsession, et on peut en accueillir d'autres quelque part. Et un film qu'on fait pas, c'est une obsession dont on se débarrasse pas. C'est pour ça que je l'ai appelé film fantôme, c'est parce qu'en fait, c'est des films qui viennent toujours vous hanter. C'est assez pénible en fait. Donc voilà, là je m'en suis maintenant débarrassé avec une expo à Beaubourg et le livre. Et parmi ces films pas faits, en effet, il y avait... j'ai comme énormément de cinéastes une passion, même un peu plus un culte pour Vertigo, qui représente pour moi peut-être la perfection du cinéma, et puis le passage du cinéma classique au cinéma moderne. Et j'ai eu envie de faire Vertigo, non pas vu du point de vue de James Stewart, de Scotty, comme l'avait fait Hitchcock, mais du point de vue de Madeleine. Donc en montrant toutes les scènes qui ne sont pas dans le Vertigo original. Donc le film démarrait 6 mois avant, quand elle rencontre le mari, que c'est sa maîtresse, etc. etc. En fait, on la découvre comme Julie, et non pas comme Madeleine, comme nous on découvre le Sueur froide. C'est assez drôle de le lire, parce que c'est vrai que Vertigo, on passe beaucoup de temps à le reconstruire, à le remettre dans l'ordre, dans oui, notre ça le met à plat en fait. Et ça le met d'une manière beaucoup plus classique finalement. Oui. C'est-à-dire que Kim Novak, qui est vraiment une image dans le film d'Hitchcock, là j'avais envie un peu de l'incarner, de montrer tout ce qu'elle a un peu pris dans la gueule en fait, dans cette histoire. Quels sont les premiers films qui ont marqué ton adolescence ou ta jeunesse, qui t'ont donné envie de faire du cinéma, tout simplement? Ça a été quoi les grandes rencontres, les grands réalisateurs, ou les films chocs en te disant, voilà, c'est ce métier-là que je veux faire En fait, ça s'est fait un peu en deux temps. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, moi j'habitais à la campagne, est arrivé le VHS, qui nous a quand même sauvé la vie, pour ceux qui habitaient un peu loin. Le VHS et le vidéoclub, et j'habitais tellement à la campagne que le vidéoclub, c'était le marchand de journaux qui avait un petit stock comme ça. Et qu'est-ce qu'il recevait chaque semaine? C'était des films d'horreur
et des films porno. Donc avec un copain, on prenait tous les samedis 4 films d'horreur et un film porno. Et c'est vrai que ces films d'horreur, on les voyait souvent parce qu'il n'y en avait pas non plus tellement qui arrivaient, donc on les relouait. Et qu'est-ce qu'on découvrait à cette époque? C'était... alors il y avait les Argento, donc c'était un peu l'époque Profondo Rosso, Suspiria. Les Cronenberg, c'était l'époque Chromosome 3. Scanners, etc., tout ça était là. Lucio Fulci, Don Coscarelli, Romero, voilà, donc tous ces films-là, je les ai beaucoup vus. Qu'est-ce que j'en encore, enfin, voilà, toute cette bande de cinéastes qui étaient quand même des cinéastes assez politiques finalement. Carpenter, oui, tu as parlé de Carpenter. Carpenter, oui. Là, on regardait beaucoup New York 97, Assaut, etc. Oui. etc. Et puis après, j'ai quand même beaucoup basculé du côté de la musique pendant très longtemps. Parce que toi, tu as commencé par la musique. À la base, je suis musicien. Tu es musicien de formation. Ouais. De formation. Quel instrument? Piano. Piano que je joue depuis que j'étais vraiment tout petit, quoi. J'avais envisagé d'être pianiste et puis chef d'orchestre. Ah oui. Et puis après, j'ai plutôt rencontré le punk et le rock et j'ai monté un groupe et voilà, je suis allé à Paris. Enfin, bon. Ah oui, ça n'a pas marché, vraiment. Ça n'a pas marché, non, mais c'est important de parler de la musique parce que dans tes films, on ne peut pas s'empêcher de penser à la musique, tant au niveau de le soin que tu apportes à la BO, on en parlera pour Nocturama. Même on peut dire que ton montage et tes projets sont toujours des projets cinématographiques, mais c'est presque des projets musicaux aussi. En tout cas, j'ai une facilité à penser au son du fait que je suis dedans depuis très longtemps, alors que déjà l'image, c'est arrivé plus tard, donc c'est plus laborieux, plus intellectuel pour moi, alors qu'il y a quelque chose de très naturel, en effet, avec le son au cinéma, même les tables du mixage, etc. C'est des choses dans lesquelles je suis assez vite bien. Donc voilà, donc je faisais beaucoup de musique, et puis j'allais un peu au cinéma, mais sans plus. Et si je devais parler d'un film déclencheur, ce serait vraiment Stranger Than Paradise, le film de Jarmusch, que j'ai dû voir dans le quartier latin un jour un peu par hasard avec un copain qui m'a entraîné. Et en sortant, je me suis dit, voilà, moi c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment... j'avais l'impression que c'était... Voilà, ça m'a donné l'impression que c'était aussi bien que la musique. Qu'il y avait... quelqu'un qui me faisait des films, qui me parlait à moi et qui utilisait la caméra comme un chanteur aurait pu faire une chanson. Enfin, c'est un film qui m'a très vite parlé, très immédiatement. Et mon vrai intérêt du cinéma, il a démarré à ce moment-là, à partir de ce film-là. Et au niveau de la forme, tu avais déjà, au niveau des sujets et de la forme cinématographique, tu avais déjà une idée ou quelque chose comme ça où il y a déjà un projet comme ça qui vient avant de faire un premier long. Mais en fait, j'avais très peu d'idées parce que je connaissais très peu le cinéma, à part ce cinéma de genre que j'avais rejeté parce que je me disais c'est vraiment un truc pour les ados et tout. Par ailleurs, je l'ai retrouvé plus tard en me disant non, ce sont pas toujours, mais ça peut être vraiment de très bons films. Mais sinon, j'avais vraiment aucune connaissance. Donc en fait, c'est en sortant du Jarmusch où je me suis intéressé au cinéma et quasiment en commençant à en faire. C'est-à-dire que j'avais gagné un peu d'argent avec la musique, avec des tournées, j'avais économisé, donc j'avais de quoi me payer un court-métrage. Et j'ai commencé à écrire un film dont il ne reste qu'une seule copie qui est dans ma cave et j'ai une porte blindée. C'est vraiment pas bien, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça a été mon école. Mais j'ai commencé à faire des films tout en regardant et en découvrant. Donc j'avais l'avantage de cette non-connaissance, c'est que ça donne une innocence et une naïveté qu'on ne retrouve plus après. Donc, voilà. Et sur un plateau de tournage, tu t'es tout de suite retrouvé aussi à l'aise que derrière tes tables de mixage, ou c'était compliqué de travailler avec aussi d'autres personnes qui ont des compétences différentes, qui ont des... En fait, c'est aussi un avantage d'être ignare, c'est qu'on est à l'aise. Parce que, bon, voilà, on dit des choses. C'est après c'est plus compliqué. Quand on perd justement cette innocence. Puis il y a une anecdote, par exemple. Bon, c'est un film, je ne sais pas pourquoi, je suis allé le tourner en Pologne. Je pense que c'est pour que personne me voie. Et à ce moment-là, c'était début des années 90. Donc, bon, la frontière avait disparu avec le communisme, etc. Donc c'était assez ouvert. Mais quand même, toutes les compagnies privées étaient dans le même lieu. Et il y avait une espèce d'immense cantine. On était encore un peu sous le modèle communiste. Et une des premières personnes que je vois dans cette cantine, c'était Steven Spielberg. Avec qui on a un peu parlé régulièrement parce qu'il était content de trouver quelqu'un qui parle anglais et tout. Et ben franchement, ça me semblait normal. Je me dis, tiens, j'ai décidé de faire du cinéma, je rencontre Spielberg, ça me semblait normal.
Et un jour, il me dit ah, mais tu sais qui j'ai vu ce matin marcher comme ça, pas loin? Je dis non. Il me dit il y avait Kubrick. Et ben ça me semblait normal aussi. Je me dis voilà, c'est ça faire du cinéma. Et ouais, c'est ça aussi l'innocence, hein, c'est ça qu'on perd. Et Spielberg était en repérage pour la liste de Schindler, et il me disait je pense que Kubrick est en train de réfléchir à son Napoléon, donc il vient un peu en Pologne. Voilà. Ça, si j'avais su que en fait ça n'arrive pas tous les jours, j'en aurais plus profité. Mais bon. Mais ça t'a fait revoir tous les films de Spielberg et de Kubrick ou pas du tout? En fait, c'est le moment où je commence vraiment à découvrir plein de choses. Donc, il y a eu 2-3 ans de ma vie où je voyais 5-6 films par jour, toute la nuit, les VHS, puis j'étais toujours fourré dans les salles, les rétrospectives. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est l'immense chance d'habiter Paris quand même. Mais il y a comment dire, un premier film que tu fais sur le cinéma, un premier long métrage, Le Pornographe, que tu fais sur un cinéaste en fin de carrière qui est en train qui médite un peu sur son art et sur un peu la fin de sa vie aussi, ou qui se retourne un peu. Il y a déjà quelque chose qu'on va retrouver dans tes films, qui est déjà quelque chose d'un peu crépusculaire, de la fin d'une époque, quoi. Oui, je pense que le côté les choses se terminent, c'est un truc qui m'a toujours un peu habité depuis longtemps. Et il y a un autre long métrage avant, mais qui est très très confidentiel. C'était un film que j'ai tourné au Canada, parce que j'habitais au Canada. Un tout petit film que j'ai fait avec très peu d'argent, avec Laurent Lucas et Roman Boringer, qui s'appelle Quelque chose d'organique. Oui, Quelque chose d'organique, oui. Et après, Le Pornographe, qui est alors, beaucoup de gens pensaient, quand le film est sorti, que ça avait été fait par quelqu'un de vieux. Alors que j'avais 30 ans à l'époque, parce que je pense qu'il y a une identification au personnage principal, qui est quelqu'un de vieillissant. Voilà. Et tu as eu la très bonne idée d'aller chercher Jean-Pierre Léaud, dont plus personne les gens s'en souvenaient, mais plus personne ne le faisait tourner. Très peu de gens le faisaient tourner, et surtout, après mon film, il n'y a quasiment plus aucun cinéaste français qui l'a fait tourner. Et voilà, moi, ça a été quand même une rencontre immense, quoi. À tout niveau, hein, cinématographiquement, émotionnellement. Humainement, on en parlait juste avant, là, mais pas spécialement facile à diriger non plus, j'imagine. Non, il n'est pas facile, et puis bon, voilà, c'est à moi de me mettre dans ses rails et de comprendre, plutôt qu'à lui de se mettre dans les miens. Ouais. Après, j'étais très très préparé, j'avais rencontré beaucoup de gens qui le connaissaient, j'avais beaucoup de conseils, donc ça s'est vraiment très très bien passé. Mais c'est vrai qu'il est un peu particulier, quoi. Voilà. Moi, j'ai un grand souvenir de ce film que j'avais vu pas à sa sortie, mais fameux dialogue avec Catherine Mouchet aussi. C'est des grands moments de cinéma aussi, des moments très émouvants. Catherine Mouchet qu'on voyait de temps en temps, mais on avait l'image du Thérèse, de Cavalier, mais c'est là qu'on retrouve de manière bouleversante aussi. Ouais, c'est des gens auxquels tu penses à l'écriture, ou comment ça se fait Non, après je m'étais rendu... Bon, c'était une scène qui faisait 14 pages. 14 pages de dialogue, un face-à-face, donc un chant contre chant, le truc le plus... Et... Jean-Pierre avait une partition tellement écrasante que je me suis dit qu'il ne faut pas qu'il écrase la personne qu'il a en face de lui, donc il fallait quelqu'un qui soit très 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 fort, y compris dans l'écoute. Et donc voilà, moi je suis allé voir Catherine pour un tout petit rôle, hein, mais elle a compris ce que je cherchais, et puis surtout elle a cette voix et cette diction qui immédiatement font vibrer un personnage. Bon, on va parler de tous les films. Tu n'en as fait pas tant que ça, mais quand même un peu. 2003, Tirésia. 2008, De la guerre. Alors tu me dis, c'est marrant parce que tu m'avais fait la confidence que c'était un des films que tu préférais, un des films de toi que tu préférais, mais en même temps c'est un des films qui a été le moins bien accueilli par le public. C'est même plus un beat, c'est un rejet, ça. Après, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un des films que je préfère. On aime toujours... Je crois que c'est Godard qui dit que c'est comme quand on a un enfant handicapé, on l'aime un peu plus. Bon, un film handicapé, on l'aime un peu plus. Mais c'est vrai que le film... En plus, il y a 5 ans entre Tirésia et De la guerre, et c'est les 5 années pendant lesquelles j'ai essayé de faire les films que je n'ai pas fait. Et quand il y a ces 2 projets qui se cassent la gueule, mais très tardivement, c'était très poussé. J'étais en casting, en repérage, enfin. Et là, je me dis, bon, là, il faut que je revienne avec un projet vraiment commercial, quoi. Oui, d'accord. Et j'ai écrit de la guerre dans ce but
très commercial. Oui. Je me suis dit, ça va être un peu comme un western, et ça va. C'est pas le sentiment qu'on a quand on voit de la guerre. C'est un truc sur la dépression, donc ça va parler à tout le monde. On va faire ça comme un western avec quelqu'un qui arrive dans une ville et qui repart. Un truc très simple. Et après je ferai des trucs plus. Et ben voilà. C'est avec moi, pour ceux qui l'ont pas vu, on a vendu des DVD là, mais c'est un film sur l'engagement aussi, sur l'engagement. Qu'est-ce que c'est s'engager politiquement aujourd'hui? Après, c'est quelqu'un qui s'engage dans une dans un espèce de retrait aussi. Non, mais qu'est-ce que c'est que le désir et ne plus subir les choses? Reprendre la main un peu sur sa vie. Mais c'est vrai que ça traverse un peu 3 films, Le Pornographe, De la guerre et Nocturama. Ouais. 2011. L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close. 2014, j'ai pas toute la date, Saint-Laurent, qui était dont on a beaucoup parlé, qui est ton film qui a acheté plus d'entrées, je crois, avec Gaspard Ulliel, Louis Garrel, Helmut Berger. Helmut Berger, qui est un film très très ample au niveau, j'imagine aussi du budget, au niveau de. Oui, c'est mon plus gros budget, c'est sûr. Le film doit faire 8 millions à peu près. Après, moi, j'ai toujours tourné pour beaucoup moins cher que ce que ça a l'air. C'est-à-dire même un film comme L'Apollonide, il coûte moins de 3 millions d'euros. En étant pourtant en 35 mm. Un film en costume. Un film en costume avec chaque corset brodé à la main, etc. Et puis je suis aussi coproducteur de mes films, donc je suis assez attentif à tenir les devis. Et l'air de rien, ce sont des films qui pourraient coûter cher, mais qui ne sont pas si faciles que ça à financer. Donc si on veut les faire, il faut vraiment serrer les devis. L'idée de Nocturama, elle vient d'où? Quand est-ce que ce film est en germe, ou quand est-ce que tu as envie de faire un film qui parle presque de l'ultra contemporain, quoi? Quand est-ce qu'elle vient, cette idée-là? En fait, je l'ai écrit en 2010, pendant que j'étais en préparation de l'Apollonide, et j'ai eu une petite crise d'angoisse à faire un film en costume. J'avais vraiment peur que ça ait l'air un peu SFP, quoi, et surtout j'avais peur d'être totalement déconnecté du contemporain. Et je me suis dit, après ça, il faut vraiment que je revienne au contemporain, voire à de l'ultra-contemporain. Et la première sensation que j'ai eue de cette idée du contemporain, c'est vrai que c'était quelque chose qui explosait, quoi. C'est vraiment un film de sensation, beaucoup plus qu'intellectuel. C'est la perception que tu as de notre époque. En tout cas, en 2010, c'était comme ça que je sentais. Je voyais c'est comme si je percevais une tension tellement épaisse qu'on pouvait la toucher, et puis voilà, ça allait exploser. Et puis après, j'avais envie de faire ce film, de le travailler, non pas comme j'avais pu faire avec Le Pornographe ou De la guerre, au travers d'un discours politique, mais uniquement au travers de l'action. Et donc voilà, en fait, c'est venu, donc il y a 6 ou 7 ans, de ce mélange entre un désir formel et puis une sensation contemporaine. Parce que pour résumer le film, la plupart l'ont vu, mais c'est un groupe de jeunes qu'on voit, qu'on trouve errant, allant d'un point à un autre dans Paris, et on comprend assez rapidement, à la moitié du film, que qui se livrent à une action terroriste simultanée dans différents lieux. Et il y a une deuxième partie du film qui se passe de nuit cette fois-ci, où ils se retrouvent dans une sorte de grand magasin, une grande surface. Bon, c'est pas dévoiler le film, hein, mais c'est un peu la structure un peu endiptique du film. Ça, c'était clair dès le début aussi. En fait, c'est compliqué pour moi de commencer à écrire un film si j'ai pas une vision formelle aussi du film. Et très vite, quand j'ai eu le désir du film, il était quasiment sur une feuille A4. Enfin, c'est-à-dire le film en 2 parties, les 3 actes, les 2 parties, l'extérieur, l'intérieur, le jour, la nuit, les mouvements. Enfin, tout était très très en place. Après, ça m'a pris du temps à écrire parce que c'est un scénario qui demande beaucoup de précision. Mais beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages, donc beaucoup de précision y compris temporel, géographique. Enfin, il est comme une espèce de puzzle quelque part. Oui.
Mais l'idée générale, elle m'est venue très très vite, ouais, presque d'un coup en fait. Ouais. Je précise quand même que donc, tu as pensé ton film avant les attentats qu'on a connus, avant les attentats de novembre, pour se replacer dans la chronologie un peu. Et même tourné avant, parce que en novembre 2015, quand il y a eu les attentats à Paris, mon premier montage était fini déjà. Ouais. Mais au-delà du côté, pas prémonitoire, mais air du temps, que l'artiste arrive à capter comme ça, il y avait aussi le problème après ton film il rentre à un certain moment dans une société qui est aussi... Et sous le choc, quoi. Le film a été difficile à sortir, évidemment. Ça a été compliqué à plein d'endroits, à Cannes, etc. Bon, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait je pense que les Français étaient encore trop sensibles, trop sensitifs, et ça, franchement, on peut le comprendre. Et la deuxième, c'est que ça raconte pas non plus exactement la même chose. Donc, il y a presque, les gens auraient presque aimé que je fasse un film sur ce qui s'était passé en donnant une explication. Mais là, le film est beaucoup plus abstrait que ça. Ouais, voilà, alors, et ça a gêné pas mal de monde. Le fait que ce soit un peu ça, mais pas ça, quoi. Mais ben oui, parce qu'on prend le film, on prend le parcours des personnages, de personnages dont on ne connaît pas le passé, on ne sait pas d'où ils viennent, on arrive sociologiquement à déterminer des profils comme ça, parce qu'ils représentent ce que tu imagines être aussi, ou ce que la société française telle que tu l'imagines, et la jeunesse française. Et qu'est-ce que c'est être un jeune aujourd'hui aussi. Oui, et le film n'a rien à voir avec l'islam radical. Voilà, c'est ça qui a un peu dérangé les gens. Ils venaient de vivre ça et on leur proposait autre chose. Comment toi, ça m'a beaucoup interrogé, la façon dont tu imagines aussi, ou tu décris la jeunesse. Qu'est-ce que c'est la jeunesse aujourd'hui pour toi? C'est difficile de répondre à une question aussi... Après, je poserai la question au public. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est un scénario que moi j'ai écrit à mon âge et tout seul dans mon bureau, que j'ai pas rencontré des jeunes avant, etc. En revanche, la période du casting qui a duré 9 mois, là j'ai rencontré énormément de gens qui avaient entre 18 et 24, on va dire. Et j'avoue que je m'attendais un petit peu à ce qu'ils me disent que j'étais trop vieux. Enfin bon. Étrangement, c'est évidemment ceux qui ont le mieux compris le projet, y compris sur les cibles, y compris sur la pression, sur la répression. Ils ont rien remis. J'ai eu aucun mal à les amener dans le scénario. Après, il a fallu que je les amène au cinéma quelque part, mais il y a eu une espèce de facilité de compréhension. Même je m'étais amusé parce que j'ai donné à lire le scénario très tard. Je leur disais, voilà, si c'était Noël et que vous pouviez faire sauter 4 lieux dans Paris, qu'est-ce que vous choisiriez? Je demandais ça à chaque... C'était Noël. Ouais. Moi, j'aime bien faire du casting comme ça. Et franchement, c'était très proche. Ça tombait sur la bourse. Il y avait un peu plus de médias. J'ai senti une grosse crainte des médias. Quand je dis les médias, c'est BFM TV, même des chaînes comme Canal, etc. Mais sinon, c'était un peu plus le ministère de la Justice que de l'Intérieur. Mais c'était vraiment là-dedans. Je m'attendais à des trucs plus modernes. Je pensais que c'était des symboles qui me parleraient à moi et pas à eux. Et en fait, pas du tout. Donc après, qu'est-ce que la jeunesse... Voilà. C'était que des gens qui sont nés en 95, par à peu près 95, 96, 97. Et voilà, il faut imaginer que c'est quand même des gens qui, depuis qu'ils naissent, on leur dit qu'ils vont vivre un enfer, quoi. Donc qu'il n'y a pas de travail, que c'est une crise, qu'il n'y a pas de sortie, qu'il n'y a pas de lumière. Enfin, donc c'est quand même ça qu'ils entendent toute la journée. Et en même temps, une sorte de temple moderne, une sorte d'Éden moderne, c'est la grande surface, c'est le grand magasin, quoi. Oui. Ça, c'était un peu... Pour toi, c'était... c'est ça qui, pour moi, rend le film très contemporain. C'est-à-dire que si j'avais fait le film en 1972, je pense qu'il n'y aurait eu que la première partie. D'ailleurs, vous vendez un documentaire ici allemand qui s'appelle Une jeunesse allemande, oui, qui est assez remarquable. De Jean-Gabriel Perriot. Moi, j'aime Bader. J'aime beaucoup les documentaires qui sont faits à partir d'images d'archives, parce que je trouve que ça donne une force comme ça. Là. Et quand on voit cette femme parler, elle a 20 ans,
la structure intellectuelle qu'elle a, c'est très très impressionnant. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a une idéologie qui est extrêmement claire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les idéologies ne sont plus aussi claires. Elles sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus antinomiques. Et donc, la deuxième partie, qui est dans le grand magasin, qui est un lieu qui va quasiment bouffer les personnages et contredire la première, eh ben, elle donne un contraste et une ambiguïté au film qui pour moi est aussi le reflet de l'ambiguïté dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une période qui peut aujourd'hui provoquer un désir chez quelqu'un à la fois de terrorisme mais aussi de consumérisme. Voilà, c'est un peu le double propos, mais et en même temps, comme tu dis, il y a une grande sensation de vide, quoi, de vide idéologique, comment dire, de besoin de mise en spectacle aussi, le spectaculaire qui est très important, l'image, la représentation, l'objet. Il y a quand même tout ce qui fait la société moderne que tu présentes là, mais c'est un peu terrorisant, quoi. Terrorisant, il y a quelque chose qui est un peu effrayant, même les personnages. Je lisais dans une interview que tu parlais de zombies, mais vraiment, quoi. Il y a quelque chose. Il y a pas mal de journalistes qui ont fait un rapport entre ce film-là et le film de Romero, Dawn of the Dead, sauf qu'en disant que là, c'était les personnages qui étaient devenus des zombies. Et je vois très bien ce qui se passe aussi dans un supermarché, etc. Et je vois très bien ce que le journaliste voulait dire. Il y a, en effet, mes 40 ans ont passé, quoi. Je te propose qu'on passe à un extrait, comme ça plonge tout le monde aussi dans le film, et puis on reprend la discussion après. Et vos questions. Vas-y, serre-toi et puis on fera le premier. Alors, j'aime beaucoup la réflexion le dialogue de Finnegan Oldfield qui dit c'est quoi ça, ou c'est quoi ça. Et voilà, on regarde des images d'explosions et ça dans les écrans, c'est quoi ça. Et évidemment, il parle de la musique sur l'image, quoi, presque. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Non, pour moi, c'est vraiment une des scènes les plus violentes du film, en fait. C'est-à-dire que il y a un parti pris dans le film, c'est que le spectateur ne voit que ce qu'il voit, et globalement, et toujours avec eux. Donc leur rapport avec l'extérieur ne passe que par la télévision. Mais ces images d'explosion, elles ont lieu. Et d'abord, ils arrivent, ils mettent de la musique, puis l'image sans le son, et ça fabrique en fait quelque chose qui est quasiment de l'ordre du vidéoclip, et qui déréalise complètement la réalité qui vient d'avoir lieu. Et le fait qu'il soit si inconscient face à ces images, pour moi, quand je l'avais vu au montage, c'est vrai que ça m'avait... oui, ça avait été la scène la plus violente, je trouve, pour moi. La parole est à vous. Je peux poser toutes les questions. N'hésitez pas. Oui. Par rapport à la question qui était évoquée tout à l'heure sur la jeunesse, vous avez parlé du coup de avant, pendant les castings, voilà, les retours que vous avez pu avoir. Je veux savoir, depuis la sortie du film, après, quels sont, est-ce que c'était en adéquation avec ce que vous avez entendu avant? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui sont apparues dans les retours que vous avez pu avoir de jeunes sur le film? C'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de débats, de Q&A, comme on dit, et que je dois dire que plus les spectateurs étaient jeunes et plus ils comprenaient le film, quoi. Il y avait beaucoup moins de questionnements moraux sur l'esthétique de la violence, sur le fait islam, pas islam, etc. Il y avait un truc plus immédiat avec des spectateurs qui avaient 22 ans. Ouais. Film fini, oui. Moi, je voulais vous demander comment ça se passe quand vous écrivez vos films, parce que vous parliez de sensations tout à l'heure, et en fait, la question, ce serait comment on fait un scénario, comment on transforme une sensation en scénario. Parce que quand on regarde vos films, on pourrait penser que l'atmosphère compte presque plus que le récit, enfin que le récit pourrait presque être prétexte. Et est-ce qu'il y aurait peut-être un lien avec le fait que vous êtes musicien? Alors, c'est un peu deux questions en une, mais franchement, je trouve que c'est la chose la plus difficile, quoi. Et comment je pourrais répondre? En fait, je crois que j'essaye de ne jamais écrire un scénario, mais de toujours écrire un film.
Et que quand on écrit un scénario, tout passe vraiment par l'explication, le récit, la précision du personnage. Alors, quand on écrit un film, on essaye de plus écrire en pensant aussi à la mise en scène, aussi au son, aussi à l'image, etc. Et en même temps, il ne faut jamais abandonner le récit. C'est pas que un prétexte, c'est toujours cette espèce de lutte amicale entre la fond et le forme. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas envisager d'écrire une scène si je n'ai pas une idée formelle. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être extraordinaire, mais de comment elle va être tournée, quel sera son tempo, est-ce que cette scène a besoin de mouvement ou d'être plutôt à l'arrêt, etc. Et j'essaie de plus en plus de faire ça en même temps. De ne pas dire, j'écris mon scénario, puis je vais réfléchir à la mise en scène. J'essaie de tout faire en même temps. Mais même la musique, par exemple, c'est quelque chose que moi je fais à l'écriture du scénario, de décider s'il y en aura, il n'y en aura pas. Si je pense qu'une scène en a besoin, j'ai un petit studio chez moi et je vais un peu dans mon studio trouver un peu des sonorités qui iraient sur cette scène. Et logiquement, quand la première version du scénario est finie, la musique est plutôt finie. En tout cas très très avancée. Je précise juste que c'est toi qui fais la musique du film. Musique originale, oui. Musique voilà. originale, oui. Et même le choix des chansons, c'est-à-dire que pour moi, une scène comme ça... Alors c'est Willow Smith. C'est Willow Smith, la fille de Will Smith, oui. D'accord. Et qui a vraiment 10 ans. Et qui, quand elle chante cette chanson, elle a 10 ans et le clip est assez incroyable, quoi. À la fois extraordinaire et un peu indécent, enfin, de se dire qu'un enfant fait ça, quoi. C'est... j'imagine qu'à 10 ans, elle avait déjà beaucoup d'assistants, beaucoup de téléphones portables, etc. Mais donc voilà, c'est-à-dire que pour moi, la scène, elle n'est pas finie d'écrire tant que j'ai pas trouvé la chanson qui allait... parce que là, pour moi, la chanson raconte quelque chose. Elle est aussi importante qu'un dialogue ou qu'une didascalie. C'est pas juste on va mettre une chanson parce qu'on la trouve cool. Donc et en même temps, je dis il faut pas abandonner le récit parce que sinon on fait de la forme pour la forme et de la sensation pour la sensation et c'est franchement pas très intéressant. Donc je suis assez long à écriire pour cette raison-là. Les scénarios sont quand même très très précis et je suis assez laborieux là-dessus. Ouais. Mais alors je prolonge la question de Moselle. Le fait de ne pas vouloir psychologiser l'affaire, tes personnages et cette histoire-là, et on a parfois le sentiment que c'est pas seulement la forme qui t'intéresse, mais est-ce que le sujet t'intéresse toujours autant? Est-ce que tu as tellement envie de le traiter que ça? Ben c'est la critique qu'on te fait parfois, c'est pas la première fois que tu l'entends. Souvent. Après, moi, alors, on peut aborder la question du sujet. Moi, je trouve que le sujet est quelque chose de dangereux pour un film. L'idée qu'un film serait bien parce que le sujet est bien ou important parce que le sujet est important, je pense que c'est une idée fausse et voire dangereuse. Sinon, on ferait tous des films sur la Shoah, on ferait que des chefs-d'œuvre. Et j'aime pas partir avec l'idée d'un sujet parce que sinon, on a l'impression que le film va obéir à son sujet. Ce que moi, je trouve le plus beau, c'est quand on s'aperçoit très tardivement quel est le sujet du film. On a envie de raconter ça, telle scène, telle chose, tel truc, et puis quand on met tout ensemble, on se dit « Ah, finalement, ça raconte ça ». Comme si le sujet apparaissait du film. Comme si vous faisiez un tableau comme ça, puis avec un peu impressionniste, et puis quand vous faites 4 pas en arrière, vous dites en fait ça représente ça. Mais tu te rends bien compte qu'en t'emparant d'un sujet comme la jeunesse, le nihilisme, le terrorisme... Non, je ne suis pas parti là-dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas parti en disant je vais faire un film sur la jeunesse, ce serait d'une prétention, enfin d'une ambition folle. Je ne vais pas faire un film sur le terrorisme, c'est-à-dire un mot que j'utilisais très très peu pendant le projet. Je me suis dit voilà, je vais avoir un groupe de gens à qui on a tellement poussé la tête sous l'eau qu'ils vont décider de faire un geste. Comme ont pu faire des musiciens punk en 77 ou en 76 à Londres. C'était vraiment un truc assez petit, c'est-à-dire je suis parti de quelques personnages comme ça, et puis après, en effet, une fois le film fini, on se dit peut-être il y a quelque chose de plus ample à l'intérieur de ça, mais je pense qu'il vaut mieux partir du petit que du gros. Autre question? Allez-y. Oui. Bonjour. Finalement, en fait, en le voyant votre film, moi, j'ai tout de suite pensé en fait au mouvement social de Nuit debout, à toute cette. Finalement, je me suis dit si tout ce qui s'était passé au coin de la rue avait pris des proportions pas encore plus énormes, finalement, ça aurait été ça. Ça aurait été tous ces jeunes qui auraient fait exploser. Et moi, ça m'a beaucoup plus en fait atteint votre film que tout ce qui s'est passé place de la République. Et en fait, finalement, parce que en fait, mais cette incapacité en fait à faire bouger les choses, mais c'est un lien en fait. J'ai vu ensuite 2 hommes dans la ville de manière tout à fait par hasard,
quelques mois après avoir vu votre film, et ça a touché la même corde, en fait, émotive. Cette incapacité à... Même si on fait tout exploser, rien ne bouge. Et ça m'a beaucoup touchée, et ça a fait... J'ai pensé ensuite à votre film, en l'ayant vu avant. Voilà. Je sais pas si ça vous... Non, mais Nuit debout, moi, évidemment, mon film était fini, j'étais déjà en promotion quasiment, mais évidemment, j'ai pensé. Après, là, on est sur des gens qui pensent peut-être que ça ne suffit plus de parler, parce que de toute manière, on ne les entend pas. Voilà. Après, il y a d'autres questions qui sont beaucoup plus larges. Faut-il passer par la violence ? L'histoire des révolutions a montré que oui, à un moment, c'est comme ça, mais... Il y a cette question de la lutte armée, de l'insurrection. Tu parlais tout à l'heure d'une jeunesse allemande et donc de la bande Abadère, où il y avait une structure idéologique et il y avait un vrai projet et il y avait une ambition d'un monde meilleur. Et là, tu nous fais partager une journée de jeunes qui passent à l'action, qui passent à la lutte armée, mais qui se retrouvent dans une grande surface et qui s'ennuient, quoi. Qui s'ennuient, et c'est une sorte de vide intersidéral. C'est là où je dis que 40 années ont passé et que le discours d'Ulrich Meinhof, qui est tellement articulé, aujourd'hui, on ne l'entend pas du tout. Ou alors, on l'entend nostalgiquement. Mais après, l'insurrection... Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils fassent une fête, qu'ils fassent péter les bouteilles de champagne... Mais même pas. Enfin, une fois que c'est fait, quoi. C'est comme si, bon, voilà, là, ils attendent. Voilà, c'est une espèce de... mais ça faisait partie du projet. Après, parce qu'on a l'impression, on parle toujours des 40 dernières années, mais c'est vrai que l'insurrection, elle existe depuis que la notion d'État existe. Et probablement que le livre qui m'a le plus accompagné dans l'écriture... Tu en parles oui, j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai que c'est la Boétie, discours de la servitude volontaire. Et j'avais oublié que le bouquin a été écrit par un gamin de 20 ans. Il a 20 ans quand il écrit ça. Oui. Alors 20 ans au XVIe siècle, c'est pas 20 ans aujourd'hui. On mourra à 30 ans, quoi. Donc, mais quand même, c'était très impressionnant à 20 ans de pouvoir écrire probablement le texte le plus insurrectionnel de la littérature française. Et j'aime bien ce que tu dis. Donc l'insurrection était contre l'État, et aujourd'hui l'insurrection est contre la société elle-même. La société tu dis ça dans un... Aujourd'hui, l'insurrection, elle ne sait plus trop vers quoi se tourner. Voilà. On voit bien tous les jours, et plus les semaines avancent, plus c'est un peu inquiétant. Oui. L'extrait qu'on a vu le montre bien. Enfin, Nocturama, c'est un très grand film de décor, et donc vous avez construit une grande partie du décor avec votre chef décoratrice. Et du coup, voilà, je voulais savoir quelle liberté ou contrainte vous lui avez imposée ou permise dans sa création ou sa recréation de l'intérieur de la Samaritaine. Alors, ni liberté ni contrainte, en fait, ça a été, dès que j'ai fini d'écrire le scénario, je lui ai fait lire, et puis après, on avait déjà travaillé ensemble sur Saint-Laurent, donc on se connaissait bien, et après, on a une méthode qui est un vrai ping-pong, qui beaucoup fait d'images glanées comme ça, soit dans des bouquins, soit sur Internet, et on se fabrique une sorte de moodbook, qui finit par raconter le film avec des images qui ne nous appartiennent pas, et à partir de cela, on échange énormément d'idées. C'est vrai que ça a été un tel boulot de déco, parce que c'est 8000 mètres carrés, enfin, ça a été gigantesque, j'ai jamais vu un décor aussi grand, et j'en aurais probablement jamais plus, qu'on s'est dit, bon, on va pas reproduire le Bon Marché, on peut s'en inspirer, c'était probablement notre inspiration première. Il faut quand même inventer aussi des choses, et on est allé voir aussi des photos de galeries d'art, voir comment étaient représentés les objets, des tableaux ou des sculptures. C'est pour ça que le magasin est assez vide comme ça, c'est pour donner vraiment une idée de luxe. C'est pas du tout enfoui. Après, on travaille beaucoup pareil, dans cet échange un peu de ping-pong sur gamme de couleurs. Quelle gamme au premier étage, quelle gamme au deuxième. Donc voilà, ça se construit vraiment par un échange. Et après, elle me fait des surprises, par exemple. Moi, je ne savais pas, mais quand je suis rentré dans le décor pour tourner, elle avait mis ces espèces d'animaux en peluche géants. Voilà, et on travaille beaucoup sur les miroirs aussi. Elle sait que j'aime bien les miroirs. Ouais. Et tu as changé de chef-op pour ce film, parce que tu travaillais avec... J'ai toujours fait tous mes courts et mes longs avec une chef opératrice canadienne qui s'appelle José Dehay. Voilà. Et là, pour pas mal de raisons, on a décidé de faire celui-ci ensemble. Et vous avez filmé en numérique ? Et c'est mon premier film en numérique, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous en parler, peut-être dire quelques mots là-dessus ? C'est de la merde.
Non, c'est pas vrai. Je voulais une image numérique sur ce film pour plein de raisons. D'abord, je voulais assumer une forme de dureté aussi, de Paris. Et puis, il y avait des décors compliqués comme le métro, où je savais qu'on ne pourrait pas éclairer. Le grand magasin, c'est des plateaux de 800 mètres carrés, donc c'était assez difficile. Donc, je suis assez content d'avoir tourné en numérique sur ce film. Après, mais tu ne retourneras plus en numérique. Non, je trouve ça très difficile en fait. Je trouve ça très compliqué pour pas mal de raisons. La première, c'est que tout ce qu'on vous dit du numérique est faux. C'est pas vrai que c'est pas léger, c'est très lourd. C'est extrêmement lourd. C'est des grosses caméras, c'est des ordinateurs partout. Il y a des écrans, moniteurs partout. C'est-à-dire que plus personne ne regarde les acteurs. Tout le monde regarde la télé. Voilà, c'est comme ça. On dit qu'on peut faire des très longues prises. C'est pas vrai parce qu'au bout de 2 minutes, il y a un ventilateur, parce que c'est hyper fragile ces conneries. Hein. Il y a un ventilateur qui se met en route, donc l'ingénieur du son qui coupe la prise. On a tourné l'été, c'est vrai, il faisait un peu chaud, mais elle a cramé. Alors qu'une 35 mm, avant que ça crame, il faut vraiment qu'il fasse... Voilà, je trouve que les plans sont longs à éclairer, parce qu'en 35, il y a une telle magie et richesse de l'argentique qu'on peut en fait tourner très vite. On met 1 ou 2 projecteurs, et si on est pressé, je dis pas que le plan va être fabuleux, mais ça va aller, quoi. En numérique, on ne peut pas faire ça. On est obligé de contrôler tous les blancs, les machins, les trucs qui vont sortir, clasher. En fait, c'est lourd, c'est long, c'est assez cher, en fait. Et puis, la dernière chose, et c'est peut-être la plus importante, à part le fait que tout le monde regarde la télé, ça m'a fatigué, ça. Non, mais c'est que, comme ça coûte pas cher en termes de pellicule, puisque ça coûte rien, eh ben, l'équipe est moins concentrée. Ah oui. C'est-à-dire que quand je dis à tout le monde, est-ce qu'on est prêt pour tourner, quand on est en argentique, en pellicule, quand les gens se disent on est prêt, c'est qu'ils sont prêts. Alors que là, on fait 1 ou 2 prises, et puis d'un coup, le chef-op dit attends, je vais rajouter une lumière là. Du coup, l'ingénieur du son dit attends, je vais remettre un micro là. Et ça y est, les acteurs, ils ont 20 minutes de pause. Enfin, il y a un truc un peu. Il y a quelque chose qui est moins sacralisé. Qui est moins sacralisé pour aussi des histoires d'argent, hein, tout simplement. Hein. Et il y a une attention qui est moins présente. Tout le monde est plus attentif et même plus tendu quand on tourne en pellicule, et plus concentré axé comme ça sur le plateau. Et ça se disperse un peu plus en numérique. Intéressant. C'est Claire Denis aussi qui avait dit ça, qui avait dit la même chose que toi, c'est lourd, quoi, la caméra. Même parce qu'on vous vend, les producteurs, ils vous disent non, on va tourner en numérique parce que c'est léger. C'est pas vrai, le numérique, c'est lourd. Après, on peut faire en iPhone aussi, hein, mais sinon, c'est des grosses bécanes qui sont fragiles, où il faut toujours décharger les disques durs, qui font du boucan. Enfin, c'est lourd. Oui, donc on retrouve une autre contrainte. Peut-être une dernière question, après je te fais parler des films, je te fais choisir quelques films dans la boutique, donc on parle de... Dernière question, profitez-en, ouais. Vous avez tourné avec des jeunes qui n'étaient pas comédiens pour Nocturama ? Moitié-moitié. Ok. J'allais vous demander pourquoi et comment on dirige aussi des personnes qui ne sont pas qui sont pas des acteurs, qui sont pas comédiens. Voilà. En fait, j'avais fait l'Apollonide était un peu sur le même registre, c'est-à-dire que j'avais 12 actrices, 12 filles, et j'avais décidé de prendre 6 qui ont déjà joué, 6 qui n'avaient jamais joué. Sur celles qui avaient déjà joué, j'en voulais une qui avait fait le conservatoire, une qui avait vraiment appris sur le tas. Enfin bon, pour avoir un peu des musiques différentes, et que ça fabrique un groupe à la fois hétérogène et puis en même temps qui fonctionne ensemble. Donc c'est des castings très longs à faire. Et donc j'ai reproduit ça un peu sur Nocturama. Alors comme ils sont tous très jeunes, ceux qui ont déjà joué, ils n'ont pas non plus une grande carrière, ils avaient fait 1 film ou 2. Et donc ça m'a pris 8 ou 9 mois pour vraiment réunir ce groupe. Et sur ceux qui ont jamais joué, en fait, c'est à moi de m'adapter à chacun, en fait. Voilà. Mais même sur les acteurs très professionnels, je ne parle pas de la même manière à Jean-Pierre Léaud qu'à Mathieu Amalric, ou à Helmut Berger qu'à Asia Argento. Donc en fait, et là sur les non-professionnels, j'en avais 5 ou 6, et c'est à moi d'apprendre à les connaître pour trouver les mots qui vont le mieux leur parler, le mieux résonner en eux. C'est comme si vous voyez, l'acteur avait une seule serrure et moi j'avais plein de clés, puis il faut trouver celle qui... Mais ça prend juste quelques jours, quoi. Après, une fois qu'on connaît bien qui on a en face, on arrive à trouver les mots qui lui parlent. Et puis quand on prend vraiment un non-professionnel, on prend ce qu'il amène aussi. C'est-à-dire on le prend parce que, évidemment pas pour ses qualités de jeu puisqu'il n'a jamais joué, mais on prend parce que
on aime sa manière de parler, de bouger, son rythme, son tempo. Et donc c'est pas pour le casser, c'est vraiment pour accueillir ça plus que pour le casser. J'ai lu que parmi les noms professionnels que tu avais choisis, tu étais allé dans des lycées, des gens qui avaient une conscience politique. Alors, on marche mieux ou on marche différemment quand on a une conscience politique? Non, mais c'est vrai qu'il faut bien, quand on fait du casting sauvage, on peut aller n'importe où, ça peut durer 3 ans, donc il faut bien choisir un lieu de départ. Et c'est vrai qu'avec la directrice de casting, elle était partie au lycée autogéré, dans les manifs les plus radicales. Parce que je pense en effet que comme il y a beaucoup de marge dans le film, quelqu'un qui a une conscience un peu vraiment de ce que le film raconte va pas marcher de la même manière. Et j'avais envie que quand même ils arrivent sur le plateau avec une forme de conscience aussi de ce que ça quoi, ouais. D'accord. Bon. Alors, après on passera à la dédicace, puis il y aura un petit pot. Je t'ai fait choisir une dizaine de DVD que j'ai mis sur la table, puis ça permet je demande ça à chaque invité, puis ça permet de faire le lien avec la boutique. Et puis en général, on invite des invités qui sont cinéphiles. Donc voilà. Alors là, on va pas passer l'édition en revue, mais tu cherchais Birth. Ouais. Qui est le premier long, hein, je crois. Le deuxième long de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer qui avait fait Under the Skin, c'était son troisième. 10 ans après d'ailleurs. Voilà. En fait, moi, c'est un film que j'ai découvert totalement par hasard. Je suis rentré dans la salle, je ne sais même pas si j'avais lu une bonne critique, et qui m'a totalement ébloui, quoi. Enfin, d'abord, il y a des films comme ça où tout est bien. Et là, tout est bien. Le chef-op, Kidman, la mise en scène, le scénario qui est de Jean-Claude Carrière, la musique d'Alexandre Desplat, dont j'aime pas toujours ce qu'il fait, mais là, elle est parfaite. Le chef-op, c'était Harry Savides. C'est un film absolument bouleversant sur un enfant. C'est une femme qui perd son mari pendant qu'il fait un jogging. Et 12 ans après, elle est avec quelqu'un d'autre et un enfant frappe à la porte et dit « Je suis la réincarnation de ton mari ». Ça c'est le pitch de base et le film est absolument dingue et bouleversant et magistralement mis en scène et il y a dedans le plus beau gros plan de Nicole Kidman de toute sa carrière. D'accord, ah oui, donc tu le vends très bien là. D'accord, Birth, Jonathan Glazer. Je vais essayer de rester. Alors, Alan Clark, et c'est pas parce qu'on l'édite, c'est Potemkin qui l'édite, mais parce que c'est génial surtout. Coffret Alan Clark. Scum, Made in Britain, de Firm, on voit les premiers rôles de Tim Roth, Gary Oldman. C'est des films qu'il a fait pour la BBC années 80, hein, c'est ça, ouais, 70-80, c'est fabuleux, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est très grand, quoi. Encore une fois, c'est pas parce que vous l'éditez, mais c'est vraiment dément, quoi. Et c'est vrai que c'est un cinéaste très méconnu parce que il n'a fait qu'un seul film pour le cinéma, sinon ça a été fait que ce n'était que des films pour la télévision. Il n'est pas passé par les grands festivals, etc., etc. Donc il est vraiment très peu connu. Et de tous ces cinéastes anglais, un peu engagés, Mike Leigh, Ken Loach, c'est vraiment pour moi, il est vraiment très 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 au-dessus. Ah oui, et c'est un cinéaste qui a influencé beaucoup de cinéastes. Elephant Elephant par exemple, dont Van Zandt a fait un remake hommage par la suite. Franchement, je pense que La caméra derrière la nuque des Dardennes, enfin il avait fait ça 3 ans avant et je pense qu'ils s'en sont parmi. Et même un truc, il a fait un film qui s'appelle Scum, dont on a parlé tout à l'heure, pour la télévision, sur les maisons de redressement. Oui, les redressements pour les moins de 18 ans en Angleterre. La BBC a trouvé le film trop violent. C'était une commande de la BBC. C'était une commande qui a refusé de montrer le film et qui lui a dit il n'y aura aucune image qui va sortir d'ici. Il a trouvé un producteur de cinéma et il a fait un remake quasiment plan par plan de son film. Même ça, le remake plan par plan que Gus Van Sant a repris sur Psychose ou que Haneke a repris, même ça, il l'a inventé. C'est-à-dire qu'en plus d'être un cinéaste très très politique, c'est un grand formaliste. Et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Même si c'était une expérience, il le dit, hein, assez douloureuse, de retourner un film qu'on a aimé plan par plan, quoi. La comédie Dieu de João César Monteiro. Alors, j'en ai fait un hommage dans le Pornographe. À un moment, il y a le personnage de Jérémy Régnier qui va au cinéma et qui voit cette scène-là, d'ailleurs. Voilà, la scène où la fille fait semblant de nager et lui fait le chef d'orchestre. Une scène complètement dingue de 7 minutes sur Wagner. Pour ceux qui ne connaissent pas Monteiro, il faut impérativement cette sorte de dandy pervers génial, voilà, qui adore les jeunes filles.
Et surtout un immense metteur en scène. Un metteur en scène incroyable. En termes de mise en scène, c'est absolument une liberté et une grande rigueur dans cette liberté. Ouais. Moi, c'est un personnage qui me manque. Il est mort. Il joue dans ses films. Ouais, il est mort il y a une dizaine d'années, peut-être. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que c'est le premier que j'ai découvert et que j'ai été un peu comme Jérémy Régnier dans Le Pornographe. J'étais tout seul dans la salle. Et j'ai assisté à un truc que je n'avais jamais vu, vraiment jamais vu. C'est des films assez longs, ils font 3 heures et tout, dans lequel on plonge comme ça. Et j'avais jamais vu quelqu'un fabriquer quelque chose comme ça. C'est un choc en général quand on découvre, quand on ne connaît pas le cinéma de João César Monteiro. Et c'est très bien Visconti, parce que quand on voit ton cinéma, on ne peut pas s'empêcher de penser à Visconti. Helmut Berger qui joue dans Saint-Laurent, qui joue Saint-Laurent âgé. Et qui a été un acteur très important pour Visconti, évidemment. Oui, ça a été son amour, son amant, etc. Voilà. Mais j'ai choisi celui-là. Il n'y avait pas Ludwig, j'avais hésité un peu. Il a joué dans Ludwig, dans les damnés. Dans les damnés, évidemment. Ouais. Moi, les 3 Visconti que j'aime le plus, c'est les 3 avec Berger. Je préfère beaucoup ça à Mort à Venise, etc. Les 3 avec Helmut, je les trouve complètement dingues. Alors ça, c'est entre guillemets le plus modeste. C'est quasiment un film de chambre. Ça se passe tout dans un appartement, enfin dans 2 appartements. Et c'est la relation, bon, c'est un petit peu autobiographique. Hein. Burt Lancaster, Helmut Berger, c'est Burt Lancaster, c'est Visconti. Ouais. Et ça a été, quand on écrivait Saint-Laurent avec Thomas Bidguin, c'est un film qu'on a revu. Et que j'avais pas vu depuis longtemps, et parce que pour moi c'était pas le plus spectaculaire, le plus majestueux de Visconti, donc j'avais un peu oublié. Et en fait, il est absolument sur Burt Lancaster. C'est vraiment bouleversant, quoi. Oui, parce qu'ils étaient après Le Guépard. Ils sont restés très proches, très amis. Ils sont restés très proches. Et Helmut m'a dit, moi, je suis mort en 76 quand Visconti est mort. Enfin, c'est. Oui. Ah oui. Ouais. Voilà. Bon, on va mettre ça sur la table. Merci beaucoup, Bertrand, d'être venu. Merci. Merci à vous. Donc on se retrouve à la table vers la caisse. On a pas mal de choses, quasiment tous les films de Bertrand. Les premiers, il y a le coffret. Il y a le livre aussi, Film Fantôme. Bertrand en a amené, donc profitez-en, parce que c'est un livre qui est en rupture. L'éditeur a fait faillite, donc il en reste.